Cette troisième vidéo est consacrée au cadre conceptuel du système comptable des entités à but non lucratif, CCBNL. Nous allons explorer les fondements de la comptabilité des entités à but non lucratif. Le cadre conceptuel rassemble les principes liés entre eux. Il vise à présenter les entités à but non lucratif de façon utile à différents utilisateurs. Il vous permet de savoir comment les entités à but non lucratif fonctionnent. C'est un guide pour l'élaboration des règles et normes comptables des entités à but non lucratif. Le cadre conceptuel du système comptable des entités à but non lucratif est structuré de manière suivante. D'abord, les principaux utilisateurs de l'information financière et les champs d'application du cadre conceptuel. Ensuite, quels sont les objectifs de base des états financiers, quels sont les principes comptables fondamentaux applicables pour le système comptable des entités à but non lucratif. Ensuite, comment sont structurés les états financiers et c'est quoi exactement les états financiers. Et enfin, les règles d'évaluation de la comptabilisation et de décomptabilisation des éléments des états financiers. Nous allons aborder cas par cas les différentes parties du cadre conceptuel. Nous allons aborder bien sûr les différents utilisateurs des états financiers, les objectifs des états financiers, les principes de base des états financiers. Ici, il s'agit des principes comptables fondamentaux de la comptabilité. Je parle bien sûr des postulats et des conventions comptables. Nous allons aussi parler des caractéristiques de l'information financière. Nous allons voir de quoi est composé l'état financier. Nous allons définir quelques expressions et nous allons voir les règles d'évaluation, de la comptabilisation et de décomptabilisation des éléments des états financiers. Les principaux utilisateurs des états financiers, de l'information financière bien sûr, sont les membres. Les membres des associations ont besoin de l'information financière. Ils ont besoin des états financiers. Ils ont besoin du bilan. Ils ont besoin du compte de résultat, du compte d'exploitation pour voir la santé financière de leur association ou bien de leur fondation. Les bailleurs de fonds ont besoin des états financiers. Ils ont besoin des rapports financiers. Les usagers, les bénéficiaires même ont besoin de voir les rapports financiers. L'État a besoin de voir les états financiers. La fiscalité et les organismes sociaux ont besoin de voir les états financiers des entités à but non lucratif. Les états financiers des ONG, des projets de développement, des associations, des fondations. Et les partenaires sociaux ont besoin de ça, les organes publics de contrôle et les citoyens même, les représentants ont besoin de voir tout ça. Les états financiers des entités à but non lucratif visent à informer sur la situation financière de l'entité. Quelles sont les dettes de l'entité, quels sont les avoirs de l'entité, la performance de l'entité, comment l'entité arrive à créer de la valeur, comment l'entité arrive à apporter la valeur ajoutée, sur l'utilisation des ressources, les ressources mises à la disposition de l'entité, comment l'entreprise a consommé ses ressources, comment l'entreprise a employé ses ressources. Maintenant, les états financiers assurent la transparence de la gestion. Les états financiers sont préparés en supposant que l'entreprise continuera ses activités dans le futur, à moins qu'il y ait des signes sérieux qui indiquent que l'entité ne pourra pas continuer ses activités. Et si c'est le cas, dans les états financiers, vous devrez indiquer que dans les années à venir, l'entité ne pourra plus continuer ses activités pour que tous les utilisateurs des états financiers soient informés de cette situation.
Les principes comptables sont comme les règles de base qui aident à représenter les finances d'une entité. Ils viennent de l'expérience passée en comptabilité. En pratiquant la comptabilité, on s'est rendu compte que si on adaptait ces principes, c'est normal et on les accepte. On les accepte. Tous les professionnels de la comptabilité acceptent ces principes. Et ces principes sont intégrés dans les normes comptables, les réglementations comptables. Et ce sont les conventions et les postulats comptables. En élaborant vos états financiers, vous devrez respecter tous ces principes comptables. Dans le cas contraire, vous encourez des sanctions pénales. Les postulats comptables sont des principes acceptés sans démonstration. Les postulats cadrent bien avec les objectifs fixés. Nous avons au total 5 postulats et 5 conventions. Le postulat de l'entité, le postulat de la comptabilité d'engagement ou la comptabilité d'exercice, le postulat de la spécialisation des exercices, le postulat de la permanence des méthodes et le postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Les conventions comptables sont des directives qui aident les comptables à pouvoir élaborer les états financiers. Elles sont moins générales que les postulats comptables. Les conventions comptables sont la convention du coût historique, la convention de prudence, la convention de la régularité et de sincérité, la convention de la correspondance, bilan de clôture, bilan d'ouverture et la convention de l'importance significative. Le postulat de l'entité. Selon ce postulat, l'entité est distincte de ses propriétaires ou de ses partenaires économiques. Sur ce, les patrimoines doivent être séparés. Le patrimoine de l'entité est différent du patrimoine des propriétaires de l'entité. On ne doit pas confondre l'argent de l'entité avec l'argent de ses propriétaires. Le postulat de la comptabilité d'engagement. Selon ce postulat, les effets des transactions sont enregistrés au moment où elles se produisent. Au moment où les transactions sont produites, il faut faire l'enregistrement comptable. Il ne faut pas attendre qu'il y ait le paiement, le règlement d'abord. Ceci dit, au moment de la vente, par exemple, même si le client n'a pas encore fait le règlement, mais vous devrez enregistrer l'écriture de la vente. L'écriture de la vente sera distincte de l'écriture du règlement. De la même manière, au niveau de l'achat, si vous achetez les marchandises, même si vous n'avez pas encore réglé, mais vous devrez enregistrer dans vos livres que vous avez fait les achats. Le postulat de la spécialisation des exercices stipule que chaque période appelée exercice a ses propres états financiers annuels et doit enregistrer uniquement les revenus et les charges de cette période. Si des revenus sont enregistrés, les charges correspondantes doivent être associées à la même période. Ceci dit, chaque exercice comptable doit supporter les charges qu'il incombe et les produits qu'il enregistre. Par exemple, si au cours de l'année 2023,
vous achetez les matières premières pour produire et que vous n'avez pas pu consommer, toutes ces matières premières, il faut séparer, il faut rattacher à l'exercice 2023 le montant de matière première qui est consommé. Puisque le reste de la matière première sera consommé en 2024, c'est 2024 qui supportera le montant restant. Postulat de la permanence des méthodes. Selon ce postulat, l'entité doit utiliser les mêmes méthodes pour évaluer et présenter ses comptes d'une période à l'autre. Cela va assurer la cohérence et la comparabilité des informations financières sur plusieurs périodes. Par exemple, pour l'évaluation des éléments de stock, il ne faut pas utiliser la méthode FIFO cette année et utiliser la méthode CMP l'année prochaine. Ça va fausser la comparabilité des données financières. Le postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Ce postulat stipule que l'information financière doit représenter de manière pertinente la substance économique des transactions plutôt que leur forme juridique. Les biens détenus avec clause de réserve de propriété, l'entité doit enregistrer comme si ces biens l'appartenaient. Les actifs liés au contrat de location-acquisition, si l'entreprise a loué un bien, l'entité va enregistrer ce bien-là comme si c'était sa propriété. Les effets escomptés non encore échus enregistrés dans les livres comptables comme si l'entreprise disposait déjà l'argent dans ses comptes. Une prestation effectuée par d'autres entités et facturée sera enregistrée comme charge de personnel. La convention du coût historique. Selon cette convention, les éléments d'actifs doivent figurer au bilan à leur valeur d'origine. Cette convention implique d'enregistrer les transactions en utilisant la valeur nominale. Une entité a acheté un terrain il y a 10 ans et ce terrain coûtait 10 millions. Même si aujourd'hui ce terrain peut être revendu à 15 millions, mais en vertu de ce principe, de cette convention comptable, le terrain va apparaître au bilan avec la valeur de 10 millions au lieu de 15 millions. Quand même, il y a des dérogations à ce principe. L'entité peut être amenée à réévaluer les éléments d'actifs du bilan. La convention de prudence. La prudence en comptabilité vise à évaluer les faits de manière raisonnable dans des conditions d'incertitude, en évitant la surévaluation des actifs et des produits, ainsi que la sous-évaluation des passifs et des charges. La convention de régularité et sincérité. Cette convention exige que les comptes doivent respecter les principes définis par les textes réglementaires. Les dirigeants de l'entité sont responsables de l'application loyale des règles comptables, incluant la conformité au système comptable, une représentation claire et loyale de l'information et le respect de la règle de non-compensation. La convention de la correspondance entre le bilan de clôture et le bilan d'ouverture. Cette convention stipule que le bilan d'ouverture d'un exercice doit être égal au bilan de clôture de l'exercice précédent. La convention de l'importance significative. L'appréciation du caractère significatif d'une information est subjective. Une personne peut dire que 1, c'est beaucoup,
Une autre personne va dire non, un, ce n'est rien. Donc ça dépend de chaque personne. Et ça se repose sur un seuil de signification qui dépend des particularités de chaque entité. Quelles sont les caractéristiques qualitatives d'une information financière? Les caractéristiques qualitatives d'une information financière utile sont les caractéristiques essentielles et les caractéristiques auxiliaires. Les caractéristiques essentielles sont la pertinence et la fidélité. Alors que les caractéristiques auxiliaires, c'est-à-dire pas très importantes comme les caractéristiques essentielles, c'est la comparabilité et la vérifiabilité. Une information financière doit être pertinente et doit refléter la fidélité. Également, une information financière doit être comparable et aussi ça doit être vérifiable. Nous allons clore cette vidéo avec la notion de contrainte coût-valeur. La contrainte coût-valeur signifie que le coût de la comptabilité ne doit pas dépasser sa valeur. En termes simples, si par exemple il faut recruter un comptable, lui payer à 1 million et que le travail que ce comptable fait, ça ne peut pas vous rapporter au-delà de 1 million, inutile de recruter ce comptable. Vaut mieux de continuer comme ça. Le coût de la comptabilité ne doit pas dépasser la valeur de la comptabilité.